Salut à toutes et à tous, c'est Cam. Aujourd'hui, c'est le top 25 des one-shot manga. J'avais fait en 2023 un top 10 des one-shot, mais il y a un an, j'avais pas du tout la même collection en termes de one-shot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix entre plus de 170 one-shot, ce qui fait que j'ai été obligé d'agrandir d'un top 10 à un top 25. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et avant de commencer avec la 25e place, je vais vous énoncer quelques règles que j'ai prises en compte pour faire ce classement. La première règle, évidente mais importante, c'est que ça doit être terminé en un seul tome. La deuxième règle, c'est que les rééditions en un seul tome comptent, mais si et seulement si je les possède. Je vous donne un exemple, il y aura dans ce classement Le Chien Gardien d'Étoiles. À la base, c'était une édition en 2 tomes, et récemment, Pika a fait une édition en un seul tome, donc il peut faire partie de ce classement. Je me suis aussi limité à 2 mangas par auteur, sinon vous vous doutez qu'avec toutes les œuvres que j'ai par exemple pour Jiro Taniguchi, il y aurait trop de Jiro Taniguchi dans le classement, donc ça sera 2 maximum. Et quatrième et dernière règle, si l'œuvre figure sur l'application Manga Collect, elle peut faire partie de ce classement. Il y aura certaines œuvres de ce classement qui peuvent être plutôt assimilées à de la BD, sauf que pour moi, à partir du moment où c'est sur Manga Collect, ça peut être aussi assimilé à un manga. J'ai aussi décidé de prendre en compte tous vos retours sur la dernière vidéo Top 25 Seinen, et notamment sur le système de notation. Vous n'étiez pas tous d'accord sur le fait d'accorder autant d'importance à l'édition qu'au dessin ou au scénario, et c'est pour ça que le système de notation va être assez différent dans ce top. Il y aura 15 points pour le dessin, 15 points pour l'écriture, donc ça comprend la mise en scène, les personnages, la qualité des dialogues. Il y aura 10 points pour le scénario, et 10 points pour l'édition. Ce qui fait donc un total de 50 points qui m'a permis de classer 25 œuvres. Et avant de commencer la vidéo, je voulais aussi faire quelques mentions honorables de one-shot qui m'ont beaucoup plu, mais qui ne figureront pas dans ce top 25 parce que y a 25 œuvres qui m'ont encore plus plu que ces one-shot. Donc mention tout d'abord à Adueri et Look Back de Tatsuki Fujimoto, mais aussi L'Oiseau Bleu de Takashi Murakami. Je vais citer aussi La Chenille de Suehiro Maruo, Le Chemin de l'Amitié de Ikue Aizawa qui je pense est vraiment aux portes de ce top 25, et enfin My Broken Mariko de Waka Hirako, que j'avais vraiment apprécié à sa juste valeur lors de ma deuxième lecture de l'œuvre. Après cette intro très longue, je pense qu'on peut y aller et commencer par la 25e place. C'est parti. 25e place pour Summer of Lave de Keigo Shinzo. C'est édité chez Le Lézard Noir comme toutes les œuvres de Keigo Shinzo. Et l'histoire va être autour de 2 amis qui vivent dans un petit village tranquille. Et un jour, une éruption volcanique va perturber leur quotidien, puisque ce petit village va se transformer en station thermique surpeuplée de touristes. Les 2 amis vont avoir des réactions différentes quant à ce gros changement de leur ville, et ces changements vont forcément avoir un impact sur leur amitié. J'ai décidé de mettre un 10 sur 15 au dessin pour Summer of Lave. Moi j'aime beaucoup la simplicité du dessin de Keigo Shinzo. On est sur sa 2e œuvre, me semble-t-il, de sa carrière, donc on n'est pas encore au niveau des dessins d'un Hirayasumi par exemple, mais on s'en rapproche beaucoup. Au niveau de l'écriture, j'ai mis également un 10 sur 15. Comme d'habitude, la mise en scène chez Keigo Shinzo est assez simple, mais hyper efficace. On arrive assez rapidement à rentrer dans la tête des 2 personnages principaux, même s'ils auraient pu avoir encore un petit peu plus de profondeur. Et toujours pareil chez Keigo Shinzo, pas énormément de dialogues, mais des dialogues efficaces quand ils sont là. Au niveau du scénario, on va être sur un 6 sur 10, c'est pas hyper original, mais ça marche bien. Et sur l'édition, ce sera un 6,5 sur 10. On est sur les standards du Lézard Noir avec un format sans cover, mais la petite particularité en plus, c'est que le dos est coloré également, là où on a la plupart des Lézards Noirs, et surtout des Keigo Shinzo, qui sont blancs sur le dos. Donc moi j'apprécie pas mal cette édition. On a donc un total de 32 points et demi sur 50 à la 25e place pour Summer of Lave. 24e place pour Le Monde selon Setchan. C'est écrit par Tomoko Oshima, c'est également édité chez Le Lézard Noir, et c'est un one-shot que j'adore relire. Et l'histoire se situe dans une société assez différente de la nôtre, tout en restant réaliste, où Tokyo subit des mouvements étudiants proches du terrorisme, et où la catastrophe de Fukushima a eu des impacts encore plus importants que dans la réalité. On a donc une population qui est très préoccupée par le nucléaire, et on va avoir d'un côté un personnage féminin, Setsuko, qui elle est assez indifférente de cette situation qui se passe à Tokyo, et assez indifférente aussi dans sa vie personnelle, puisqu'elle n'est intéressée que par du sexe sans lendemain. Et de l'autre côté, on a un personnage masculin, Atsushi, qui est assez différent de Setsuko, mais leur destin va se croiser et on va suivre l'histoire de ces 2 personnages qui nouent une certaine forme de relation assez étrange. C'est une histoire hyper touchante pour laquelle j'ai mis 9 sur 15 au dessin. Honnêtement, c'est pas le point fort de ce one-shot. Dans le style, on reste sur quelque chose d'assez semblable à ce que peut faire un Keigo Shinzo, en moins bien. Par contre, au niveau de l'écriture, je trouve ça plus profond,
que ce qu'on trouve dans Summer of Lave. Donc je vais mettre un 11 sur 15 à Le Monde selon Setchan, notamment sur l'écriture de Setsuko que je trouve géniale, et sur le destin qui fait rapprocher ces deux personnages que tout oppose. Sur les scénarios, on est également sur un petit cran au-dessus de ce que l'on peut retrouver dans Summer of Lave, et avec un 6,50 sur 10. Ce monde alternatif est assez simple puisqu'il se rapproche de ce qui aurait pu se passer dans la réalité et de ce qui s'est vraiment passé, mais le fait de se concentrer plutôt sur l'indifférence que sur le militantisme, je trouve ça quand même assez original. Et au niveau de l'édition, on est chez le Lézard Noir, là cette fois avec un dos blanc, une page de couverture assez jolie mais assez simple, et donc ce sera un 6 sur 10, qui fait également pour Le Monde de Setchan un total de 32,5 sur 50, mais ça se classe pour moi légèrement au-dessus de Summer of Lave. 23e place pour Cocon de Machiko Kiyo. C'est édité chez IMHO et ça c'est clairement une autrice que je vais suivre. Je sais que IMHO va sortir d'autres œuvres de cette autrice. Et dans Cocon, on va suivre le personnage de San qui fait partie d'un genre d'escadron d'infirmières pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément à Okinawa où cette équipe d'infirmières va subir de plein fouet les horreurs de la guerre. Et ces horreurs de la guerre, Machiko Kiyo va nous les dépeindre d'une manière assez pudique, grâce à un trait à l'aquarelle hyper efficace et aussi hyper original. Je sais que certains ont été un petit peu mitigés sur le dessin de Cocon. Moi personnellement, je trouve que c'est l'une des forces de ce one shot. Je vais lui mettre un 9,5 sur 15 puisque ça n'atteint pas le niveau d'un Keigo Shinzo, même si c'est assez différent au final en termes de technique de dessin. Au niveau de l'écriture, on va être sur un 11 sur 15. J'aime cette façon de dépeindre la guerre différemment. Ça me fait penser un peu à Peleliu ou à des œuvres de Kemsuk Genri Kim, dans la manière de ne pas exposer d'une manière trop brutale la violence qui a eu lieu pendant ces guerres, puisque le but n'est pas directement de choquer le lecteur, mais plutôt de faire un devoir d'histoire. Au niveau du scénario, on sera sur du 6 sur 10, pas d'originalité particulière dans l'histoire en elle-même, puisque on dépeint des choses qui se sont vraiment passées. Et au niveau de l'édition, ce sera également un 6 sur 10, on est sur IMHO également, comme le Lézard Noir, sans cover. La page de couverture m'avait vraiment attiré l'œil et j'attendais Day One ce one shot. Et il me semble qu'il a quand même eu pas mal de succès, et c'est un succès mérité pour moi puisqu'on est sur un total de 32,5 comme les deux précédents. Encore une fois, un cran au-dessus des deux précédents, et ça se situe à la 23e place. À la 22e place, on retrouve encore l'éditeur IMHO, cette fois avec Blue de Naoki Yamamoto. Vous verrez, c'est plutôt rare dans ce classement, mais c'est un recueil d'histoires courtes, et on va retrouver 7 histoires de Naoki Yamamoto. C'est pour public averti vu que c'est un auteur qui fait des histoires érotiques, mais ce que j'aime dans Blue, même par rapport à d'autres œuvres de l'auteur, puisque j'ai lu tout ce qu'il a fait, qui est sorti en France, et tout n'est pas du même niveau, c'est que les scènes de sexe qu'on peut retrouver dans Blue ne sont jamais gratuites. C'est juste un moyen de nous expliquer la jeunesse, ou la routine, ou l'ennui, ou certains complexes, et à quel point le sexe peut permettre d'affirmer ce genre de situation, ce genre d'état, ou plutôt de désaffirmer dans certains cas aussi. C'est une vision super intéressante que nous donne Naoki Yamamoto dans ce recueil d'histoires courtes. J'aime beaucoup sa façon de dessiner, c'est toujours dans une sorte de légèreté, sans brutalité justement, et donc ce sera un 11 sur 15 pour moi au niveau du dessin. Au niveau de l'écriture, on sera sur du 9 sur 15, on va pas rentrer en introspection vraiment dans les personnages puisque c'est un recueil d'histoires courtes, donc on n'a pas vraiment le temps de faire ça, et ça va pas être la principale force de ces récits, tout comme le scénario auquel je vais mettre un 6 sur 10, même si c'est la base de ces histoires, mais on va pas développer comme dans un vrai one shot. Et au niveau de l'édition, je vais mettre un 7 sur 10. On est chez IMHO, mais là on a le droit à des pages couleurs, on a le droit à un dos différent de ce qu'on peut voir d'habitude. La page de couverture est magnifique, on a aussi une certaine qualité des pages puisque tout est en papier glacé. Ce qui fait donc un total de 33 points pour Blue qui se classe à la 22e. 21e position pour un auteur que j'adore tout particulièrement, Hideshi Eno, avec Le Cadavre Vivant. J'aurais tout aussi bien pu sélectionner L'Enfant Insecte, La Fillette de l'Enfer, pas mal d'autres œuvres de Eno puisque j'ai quasiment adoré tout ce qu'il a fait. Mais l'histoire du Cadavre Vivant m'a assez marqué. On va suivre ce personnage qui se réveille sur une plage avec une odeur très forte, très nauséabonde. Et il va rapidement se rendre compte que cette odeur vient de lui, parce que son corps est en décomposition, d'où le titre de l'œuvre, Le Cadavre Vivant. On va mener toutes sortes d'expériences pour essayer de stopper cette décomposition, et on va suivre l'histoire de ce personnage dans un mal-être profond, et essayer de comprendre comment il en est arrivé là. Hideshi Eno est certainement mon auteur d'histoire horrifique préféré. J'aime tout d'abord énormément son style, puisque là j'ai mis un 11,5 sur 15 au dessin. C'est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est assez old school dans le trait, mais je trouve que ça n'a pas pris une ride, même si les œuvres sont
assez vieille maintenant. Au niveau de l'écriture, j'ai mis un 10 sur 15. On arrive très vite à avoir de l'empathie pour le personnage principal, qui vit bien évidemment cette situation un peu contre son gré. Et la mise en scène est l'une des vraies forces de Hideshi Enno. Il nous plonge dès les premières pages dans son récit, et ce sur quasiment toutes ses œuvres. Au niveau du scénario, rien d'exceptionnel, mais ça mérite quand même un 6 sur 10. Et au niveau de l'édition, ce sera un 6,5 sur 10. L'édition que IMHO fait pour les œuvres d'Hideshi Enno, plutôt les rééditions, sont assez simples mais hyper efficaces, avec toujours l'élément principal de l'œuvre en gros plan sur la première page. Et ces dodos très noirs avec du blanc et du rouge qui expriment bien l'ambiance que va nous faire parvenir l'auteur. On est donc sur un total de 34 points pour le cadavre vivant d'Hideshi Enno qui se classe à la 21e position. On entre dans le top 20 avec une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser. C'est assez long comme titre, mais c'est du Shintaro Kago tout craché. Donc Shintaro Kago, c'est un auteur d'Eroguro, très souvent édité chez IMHO. Là on est sur un recueil d'histoires courtes où Shintaro Kago nous fait œuvre de tout son talent et surtout sa signature qui est de casser les codes du manga. C'est-à-dire que dans ses mangas, Shintaro Kago va jouer avec son lecteur, va jouer avec la perspective pour nous faire croire au début de chaque histoire qu'on se situe dans un certain contexte et puis à la fin de son histoire, gros rebondissement, on n'est pas du tout là où on croyait. J'aurais pu citer pas mal d'autres recueils de Shintaro Kago, mais celui-ci m'a vraiment marqué puisque je trouve que ça fait partie de ses meilleures histoires courtes et de l'une des meilleures façons de découvrir Shintaro Kago, même s'il y a un titre qui est bien au-dessus pour moi et que vous allez retrouver dans ce classement aussi. Au dessin, j'ai mis un 11 sur 15, toujours un dessin très intelligent chez Shintaro Kago. C'est évidemment pour public averti comme quasiment toutes les œuvres d'Eroguro. Au niveau de l'écriture, j'ai mis un 12 sur 15. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper intelligent, il a des idées, une imagination totalement débordante, et sur quasiment chaque histoire de ce recueil, on se sent un peu trompé, puisque on n'est pas du tout là où on croyait être, et du coup à chaque fois ça va être un jeu de savoir à chaque début de nouvelle histoire où l'auteur va nous amener. Donc là ça va pas vraiment être sur la profondeur, le développement des personnages ou quoi que ce soit, mais plutôt sur la mise en scène où Shintaro Kago excelle. Niveau du scénario, j'ai mis un 5 sur 10 puisque le scénario c'est pas vraiment ce qui est important dans ce recueil. Et au niveau de l'édition, ce sera un 6 sur 10 puisqu'on est sur du classique pour IMHO. Un total donc de 34 points sur 50 à la 20e place. 19e position pour Hideout de Masasumi Kakizaki. Vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un auteur que j'adore. Et on est là sur son seul exercice sur du one-shot sorti en France, dans un registre qu'il ne connaissait pas vraiment avant, puisqu'on est sur de l'horreur. On commence d'entrée de jeu avec un couple qui est en voiture et un homme qui a pris une décision très importante. Ce soir, il va tuer sa femme, tout simplement. Comment on en est arrivé là, pourquoi on est là dans ce lieu et comment il va faire pour tuer sa femme. Tout ça, on va l'apprendre dans ce one-shot, surtout qu'on va repartir sur un flashback où cet homme avait tout pour être heureux. Donc déjà pour moi, Masasumi Kakizaki, c'est l'un des meilleurs dessinateurs de manga que je connaisse. Donc au niveau du dessin, ça va être un 13 sur 15, donc super bonne note parce que c'est excellent. Au niveau de l'écriture, on est sur du 9 sur 15, c'est pas exceptionnel mais ça fait bien le taf. Scénario assez efficace aussi avec un 6,5 sur 10. Et au niveau de l'édition, on a le droit à des petites pages couleurs. La jaquette est un petit peu texturée, c'est vraiment pas mal donc ça vaut un 6,5 sur 10 égal. Pour un total de 35 points en 19e position. À la 18e place, on va retrouver un one-shot très étrange qui va certainement pas plaire à tout le monde mais qui moi m'a énormément plu. On va parler de Heartful Company, édité chez IMHO, avec le très étrange Gataro Man au dessin, des dessins qu'on reconnaît très entre mille, et au scénario Pierre Taki. Donc la Heartful Company, c'est un genre de fabricant d'armes, une entreprise qui va fabriquer des vrais engins de torture, et un jour le PDG de cette entreprise va avoir une attaque. Il va se rendre compte qu'il souffre d'un cancer et que pour guérir de ce cancer, il va devoir faire plein de bonnes actions. Lui, il a plutôt l'habitude de faire que le mal, donc faire le bien, ça va être se creuser la tête un petit peu. Et aidé de son équipe de chercheurs, il va mettre en place des inventions plus farfelues les unes que les autres pour essayer de faire le bien. Sauf que vous allez voir ces inventions, elles ont pas trop l'effet escompté. Bon, Heartful Company, il faut le dire, c'est totalement déjanté, que ce soit au niveau du dessin, de l'écriture, etc. Parlons déjà du dessin, pour moi ça vaut un 11,5 sur 15. Comme je vous l'ai dit, le style de Gataro Man, il est reconnaissable entre mille. C'est pas forcément un style qui va plaire à tout le monde, mais moi j'adore. C'est très grossier, très sale, mais hyper bien fait. Et ça accompagne à la perfection ce que veut transmettre cette œuvre. Au niveau de l'écriture, j'aime beaucoup aussi. On est sur un 10,5 sur 15. Le protagoniste du récit va en fait être l'antagoniste. Et on va le suivre dans ses délires les plus fous. Je trouve les personnages bien écrits, mais surtout la mise en scène
est génial. Au niveau du scénario, je trouve ça très bien fait aussi, puisque ça tient dans un one-shot, ça part d'une idée totalement déjantée, mais ça tient hyper bien la route, donc j'ai mis un 7 sur 10. Et au niveau de l'édition, on sort un petit peu des dos blancs, on est sur quelque chose de très très coloré qui attire l'œil. Alors ça va aussi rebuter certaines personnes. J'avoue que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais plus rebuté qu'attiré, mais une fois qu'on a compris ce qu'il y a dedans, c'est génial en fait, ça correspond hyper bien au récit. Donc pour moi, ce sera un 6,5 sur 10 pour l'édition. Ce qui fait au total 35 points et demi sur 50 à la 18e position. 17e place pour Devenir japonaise de Mari Naomi, édité également chez IMHO. Là on est sur du grand format et on est plus sur un roman graphique qu'un manga. Ça va nous parler de Mari qui est une américano-japonaise et on va évoquer en fait les difficultés à avoir cette double culture. Dans un premier temps, elle va vivre aux États-Unis et elle va en fait trouver un job dans un bar à hôtesse pour les expatriés. Et c'est là où elle va avoir un petit peu le déclic d'en apprendre plus sur sa culture japonaise et d'apprendre un petit peu la langue aussi. On voit tous les soucis d'intégration puisqu'elle est entre les deux cultures. Elle, sa langue d'origine, c'est l'anglais, mais évidemment physiquement elle ressemble plus à une japonaise. Et dans la deuxième partie du récit, elle va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va aller vivre au Japon pour voir ce que c'est la vie au Japon aussi. Et là encore une fois, elle va avoir du mal avec cette double culture, puisque même si physiquement elle ressemble à une japonaise, sa culture, elle, est américaine. Et le japonais n'étant pas sa langue maternelle, elle va aussi avoir des difficultés d'intégration à cause de ça, même si elle a commencé à bien apprendre quand elle était aux États-Unis. Pour moi, c'était un récit qui a tout ce qu'il faut, ça m'a mis une claque parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas vraiment une œuvre de chez IMHO qui m'attirait à la base, c'est d'ailleurs l'une des dernières du catalogue que j'ai découvert. Au niveau du dessin, j'ai mis un 10,5 sur 15. Le dessin va pas plaire à tout le monde, ça se rapproche, vous voyez ce que c'est de Persepolis, que ce soit dans la forme ou même dans le fond aussi. Au niveau de l'écriture, j'ai mis un 11 sur 15, c'est toujours très intelligent, très bien fait, et ça nous transmet plein d'émotions aussi. Des fois c'est drôle, des fois c'est touchant, des fois c'est très dur, et on voit vraiment que l'autrice s'est mise à nu pour nous raconter ce récit un petit peu autobiographique. Au niveau du scénario, ça va être un 6,5 sur 10. C'est pas extrêmement original, mais c'est très bien fait. Et au niveau de l'édition, j'ai mis un 7,5 sur 10, puisque je trouve l'édition vraiment très belle, très qualitative, avec ce format cartonné. Il n'y a pas de page couleur, puisque c'est pas le sujet. Le but, c'est que ce soit en noir et blanc, un petit peu à la Persepolis, justement. Mais le format est à la fois beau et même confortable au niveau de la lecture pour un format rigide. Cela fait donc un total de 35 points et demi sur 50 pour Devenir japonaise à la 17e position. À la 16e place, on retrouve un auteur très présent dans ma mangatech puisqu'il s'agit de Junji Ito avec Soichi, c'est aussi un recueil d'histoires courtes. Finalement, il y en a quand même dans ce classement. C'est édité chez Mangetsu et on va suivre en fait le personnage de Soichi qui est un petit garçon très insupportable qui va aimer faire des farces au goût très douteux. On est sur un registre à la fois horreur mais aussi humoristique. Et même si ce personnage est insupportable, moi c'est l'un de mes personnages préférés dans l'univers de Junji Ito. Pour ça, j'aurais pu choisir d'autres recueils de Junji Ito, parce que je les ai quasiment tous dans ma collection, mais c'est celui-ci qui m'a vraiment marqué. Au niveau du dessin, on va mettre un 11 sur 15, je trouve le dessin de Junji Ito très reconnaissable, très particulier. On peut s'en lasser si on lit trop de recueils d'un coup, mais objectivement, c'est du très bon. Au niveau de l'écriture, on va mettre un 10,5 sur 15. Soichi est l'un des personnages les plus marquants de l'univers de Junji Ito. Et je trouve ça fort d'avoir fait d'un personnage si insupportable, un personnage à la fois aussi attachant. Au niveau du scénario, on est sur des histoires courtes, donc c'est pas incroyable, mais ça fait bien le travail. Ce sera du 6 sur 10. Et au niveau de l'édition, que dire, c'est magnifique. Surtout que cette édition a été faite exprès pour la France. On peut voir le bleu, blanc, rouge dans le style vestimentaire de Soichi. Voilà, chez Mangetsu, c'est toujours très soigné au niveau des éditions de Junji Ito. Ça peut l'être vu le prix, mais il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ce qui fait un total de 35 points et demi sur 50, 16e place pour Soichi. On rentre dans le top 15, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est Le Chien Gardien d'étoiles, édité chez Pika, dans les formats Pika graphiques, et c'est par Takashi Murakami. On va commencer l'histoire d'une manière assez tragique puisque on va découvrir le corps d'un homme sans vie dans une voiture. Ça fait longtemps qu'il est mort, ça fait plus d'1 an, mais on va pas retrouver que le corps de cet homme, on va retrouver à côté le corps aussi d'un chien qui lui est mort depuis beaucoup moins longtemps, depuis 3 mois. On va alors tenter de retracer le parcours de cet homme et de ce chien, comment ils en sont arrivés là. Une histoire principale hyper touchante, c'est le style de Murakami. En général, c'est hyper bien fait, parfois un petit peu trop larmoyant, mais dans Le Chien Gardien d'étoiles, on n'a pas ce problème là. Je trouve que c'est réalisé d'une manière
splendide. La particularité chez Murakami, c'est que on va avoir cette histoire principale qui est la première histoire du recueil, et ensuite on va avoir des histoires parallèles sur des personnages qu'on pensait très secondaires à l'œuvre, qui vont en fait nous permettre d'apporter plus de profondeur au récit principal et d'avoir des réponses qu'on n'avait pas eues justement dans le récit principal. C'est une manière très intelligente de donner de l'importance à des personnages qu'on pensait vraiment sans intérêt, mais aussi d'apporter différemment de la profondeur au récit. Au niveau du dessin, je pense pas que ça soit vraiment la force du Chien gardien de l'étoile et de Murakami en général, donc j'ai mis un 9 sur 15. Au niveau de l'écriture, là par contre, c'est la force de Murakami et particulièrement de ce recueil, parce que j'ai mis un 12 sur 15. Comme je vous l'ai dit, on va pas seulement développer les personnages principaux, mais aussi les personnages qui gravitent autour de ces personnages principaux, et surtout la manière dont c'est fait, c'est vraiment très malin. Niveau du scénario, on est sur un 7 sur 10, un scénario très honnête, très bien fait, qui m'a convaincu dès les premières pages. Et au niveau de l'édition, moi j'adore en général le format piquet graphique. C'est simple, mais je trouve ça d'abord très confortable au niveau de la lecture, même si on est sur des grands formats. Ça se conserve vraiment bien, les pages restent blanches. On a le droit à des petites pages couleurs au début du recueil. Bref, rien à dire sur l'édition. Ce sera du 7,5 sur 10 pour moi. Ce qui fait donc un total de 35 points et demi pour le Chien gardien d'étoiles à la 15e position. Je vous avais dit qu'on reparlerait de Shintaro Kago, le voici à la 14e place avec Fraction, qui est pour moi sa meilleure œuvre sans conteste. On est encore une fois chez IMHO, et là on n'est pas sur un recueil d'histoires courtes comme une collision accidentelle ou comme la plupart des histoires de Shintaro Kago, même si on aura le droit à des petites histoires courtes à la fin du bouquin. On va suivre l'histoire d'un serial killer qui n'en a pas l'air à la base. C'est un garçon assez doux dans la vie, mais la nuit il se transforme en un serial killer qui a pour particularité de couper les jeunes filles qu'il rencontre en deux, comme ceci. Donc pas hyper sympa le garçon en fait. Et lui, son surnom de serial killer, c'est le tronçonneur. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il a un imitateur et ça va un petit peu l'énerver. Donc on va suivre une enquête pour retrouver ce serial killer, mais aussi retrouver qui sont les imitateurs. Donc on va suivre cette enquête sur ce serial killer, sur sa propre enquête lui, pour savoir qui l'imite. En fait, c'est passionnant, c'est toujours aussi bien fait au niveau de la mise en scène, au niveau des trompe-l'œil que Shintaro Kago adore disséminer dans ses récits. Donc c'était un 11,5 sur 15 pour moi au niveau du dessin, un 12 sur 15 au niveau de l'écriture. C'est vraiment le chef-d'œuvre de Shintaro Kago. 6 sur 10 sur le scénario, c'est pas vraiment ça qui est important, même si c'est bien fait. Et 6 sur 10 également sur l'édition. Il n'y a rien de spécial avec ce dos noir, même si la couverture est très attrayante. On se demande directement pourquoi le visage de cette femme est coupé en deux. Un total donc de 35 points et demi sur 50 à la 14e position. 13e place pour un autre auteur d'Eroguro que j'adore, Usamaru Furuya, avec Litchi Ikari Club, encore une fois édité chez IMHO. Comme vous pouvez comprendre, il y en a beaucoup dans ce classement parce que c'est quasiment tout ce qu'ils ont fait dans leur catalogue. Et surtout, il y a du très bon dans leur catalogue. Le Litchi Ikari Club, il est composé de 9 personnes, 9 jeunes hommes, menés par le despote Zera, qui ont un but, un objectif, c'est de trouver la perfection esthétique chez une jeune fille. Ils vont pour cela créer un robot qui s'appelle Litchi, qui va être chargé de leur amener la jeune fille la plus parfaite. Après quelques échecs, le robot va finir par leur ramener la jeune fille à l'esthétique parfaite, et l'histoire commence vraiment ici. Bon, déjà moi je suis un grand fan du dessin d'Usamaru Furuya, ça fait mouche à chaque fois. C'est un auteur que j'adore, j'ai absolument tout ce qu'il a fait et qui est sorti en France. Donc au niveau du dessin, ça sera un 12 sur 15 sans problème. Au niveau de l'écriture, on va être sur un 11 sur 15. Là aussi on est sur une de ses meilleures écritures au niveau des personnages surtout, qu'on a quand même 9 personnages qui vont tous avoir leur importance. Et ça c'est assez fort dans un one shot d'arriver à développer 9 personnages différents, plus le robot, plus la jeune fille. Donc ça fait quand même au total 11 personnages qui ont leur importance dans ce one-shot. La mise en scène est toujours aussi soignée aussi chez Furuya, donc c'est une des grandes forces de ce one-shot. Au scénario, on est sur un 6,5 sur 10, là aussi efficace, même si parfois un petit peu fouillis, c'est le style de Furuya aussi. Et sur l'édition, un 6,5 aussi. Je trouve ça assez soigné, même si j'avoue dans un premier temps ça me rebutait un petit peu le dos de pas comprendre vraiment ce qui a marqué, mais globalement c'est très bien. On sera donc sur un 36 sur 50 au total pour Litchi Ikari Club de Usamaru Furuya à la 13e position. On passe au numéro 12 avec encore un titre de chez IMHO, Un été à Tsurumaki. Là aussi on est sur un auteur que j'adore,
Shinya Komatsu, avec un style très particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Et j'aurais pu mettre d'autres de ces mangas qu'un été à Tsurumaki que j'ai adoré aussi, comme Tohubohu ou comme Souvenir de la mer assoupie. On va suivre l'histoire d'un enfant qui est sur la couverture, qui est dans son dernier jour de l'école et qui va arroser une plante dans la classe, sauf que ça va avoir un effet démesuré. Et comme vous pouvez le comprendre à la couverture, cette plante elle va un petit peu grandir. De là, on est plongé dans l'imagination débordante de Shinya Komatsu avec des décors absolument somptueux, très ronds dans leur dessin. C'est pour ça que moi j'ai mis un 12 sur 15 au dessin parce que je le trouve hyper beau, hyper soigné et très original. Encore une fois, ça plaira pas à tout le monde dans le style. Moi, il m'a fallu 2 lectures de la première œuvre que j'ai acquis de l'auteur, qui était Tohubohu, pour vraiment aimer et comprendre ce que voulait passer comme message l'auteur. Au niveau de l'écriture, on est sur du 11,5. Là encore une fois, très intelligent, surtout au niveau de la mise en scène. C'est assez simple dans les dialogues, mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le décor et comment il change au fur et à mesure du récit. 6 sur 10 pour le scénario, puisque c'est pas non plus la force de Un été à Tsurumaki, et 6,5 sur 10 pour l'édition, que je trouve très joli chez Iamacho. On a un dos en couleur, on a une couverture qui attire l'œil. On peut croire que c'est pour un public enfantin, alors que ça l'est pas vraiment, même s'il peut y avoir une double lecture par un enfant et par un adulte qui vont comprendre des choses différentes. D'ailleurs, vous le verrez dans les librairies si vous le trouvez, il est souvent rangé avec les Kodomo, donc avec les mangas pour enfants. Pour moi, ça n'en est pas vraiment. Ce qui fait un total de 36 sur 50 pour Un été à Tsurumaki à la 12e position. Un auteur incontournable dans un classement de one-shot, c'est bien sûr Inyo Asano avec Errance. Comme la plupart des Inyo Asano, c'est édité chez Kana. Et comme dans beaucoup d'œuvres d'Inyo Asano, on va être sur des récits assez dépressifs en soi. Là, on va suivre un mangaka qui vient de finir son manga et à la fin de ce manga qui lui a demandé beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, le doute va s'installer dans sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il doit dessiner? Est-ce qu'il doit suivre ce que lui veut faire plutôt ce que son éditeur veut qu'il fasse? On va rentrer donc dans l'introspection de ce personnage sur un récit pas vraiment gay comme ce qu'a l'habitude de faire Inyo Asano. Faut aimer le style de l'auteur. Moi j'adore. Déjà au niveau du dessin c'est très bon. Il y a un 12 sur 15 à Errance. Au niveau de l'écriture aussi c'est très bien fait. On a l'impression vraiment de rentrer dans la tête de ce personnage et de subir ce qu'il subit aussi. J'ai mis un 11 sur 15. Un scénario efficace, ce sera un 7 sur 10. Au niveau de l'édition, assez simple mais efficace aussi, 6,5 sur 10. Pour un total donc de 36,5 sur 50 à la 11e position, à la porte du top 10. À la 10e position, on retrouve un auteur déjà présent dans ce classement, Hideshi Enno avec Panorama de l'enfer. C'est avec ce titre que j'ai découvert cet auteur chez IMHO et au final après avoir lu tous les autres Hideshi Enno, ça reste mon préféré de loin. On va suivre un personnage qui est peint mais qui a la particularité de peindre avec son sang. Donc on nous explique un petit peu au début du recueil comment il récolte ce sang. Donc on voit son corps rempli de cicatrices et en fait il va nous exposer un petit peu sa généalogie. Donc toute sa famille qui est complètement déjantée et ce au travers de 13 histoires différentes qui finissent par se rejoindre et nous expliquer pourquoi ce personnage est comme ça. J'ai énormément accroché à la narration et à l'art, on va dire, de ce recueil. Donc pour le dessin, je vais mettre un 12 sur 15, que c'est le plus efficace des Hideshi Enno dans son dessin. Un 12 également pour l'écriture, avoir ces 13 histoires comme ça qui sont autour de ce personnage qu'on nous présente dès le début, sans non plus trop rentrer dans les détails, mais nous apporte de la profondeur sur le personnage. C'est surtout la mise en scène qui va donner encore plus d'intérêt au titre. Pour les scénarios, on sera sur un 6 sur 10 et pour l'édition, ce sera un 6,5 sur 10. Même note que pour le cadavre vivant, on est sur la même édition. C'est ça qui est bien chez IMHO dans son édition des Hideshi Enno, c'est qu'ils ont vraiment tous ce style-là avec ce gros plan sur le personnage principal de l'œuvre. Qui fait donc un total de 36 points et demi sur 50 à la 10e position. On passe au numéro 9 avec Mon cancer couillon. Derrière ce titre un peu inattendu se cache l'histoire de l'auteur de Peleliu, Kazuyoshi Takeda. Donc là on est sur les éditions Pika Graphique, je vous ai dit déjà à quel point j'aime ces éditions et surtout à quel point j'aime cet auteur aussi puisque j'ai adoré Peleliu et même sa suite Peleliu Gaiden. Et une fois que j'avais terminé Peleliu, il fallait que je découvre la seule autre œuvre de l'auteur qui était sortie en France et on est sur un registre totalement différent tout en se rejoignant quand même un petit peu, puisque Peleliu va nous parler de la guerre sur l'île de Peleliu lors de la Seconde Guerre mondiale entre le Japon et les États-Unis. Là, on est sur une œuvre autobiographique de l'auteur, où, comme dans Peleliu, il va tempérer la violence de la guerre grâce à son dessin. Là, il va tempérer la violence du cancer grâce à son dessin aussi, puisque Kazuyoshi Takeda nous raconte sa propre histoire et son cancer assez peu commun
des testicules. Tantôt avec beaucoup d'humour, tantôt en étant très touchant. On va suivre la difficulté de sa rémission quant à cette maladie. Une maladie qu'il a un peu honte d'évoquer vu l'endroit où elle se trouve et qui paraît aussi assez méconnue. On va suivre avec lui toutes les étapes de sa guerre contre cette maladie et c'est excellent. Alors c'est pas un one-shot très facile, je vous conseille quand même de vous préparer un minimum avant de le lire, mais en termes d'histoire, de narration, des personnages aussi évoqués, puisqu'il va rencontrer pas mal de monde dans cet hôpital où il va passer de nombreuses semaines. J'ai trouvé ça exceptionnel. Pour le dessin, ce sera un 10,5 sur 15. Pour l'écriture, qui est juste génial, ce sera un 12,5 sur 15. 6,5 pour le scénario et 7,5 pour l'édition. Alors on peut la trouver un petit peu trop orange, mais moi voilà, j'ai vraiment un affect particulier avec Pika Graphique et au confort de lecture qu'offre cette édition. Cela fait donc un total de 37 points sur 50 à la 9e position. 8e place pour L'île Panorama de Suehiro Maruo. C'est aux éditions Casterman ou Sakamanga et c'est aussi un auteur qui est très présent dans ma Mangatech puisque à l'heure où je tourne cette vidéo il doit me manquer 3 titres je pense de l'auteur et c'est avec celui-ci que je l'ai découvert. On va suivre un personnage qui est un écrivain totalement raté, qui a un rêve assez particulier, c'est de bâtir son propre paradis, le paradis à ses yeux. Et en fait, on va découvrir qu'un riche homme d'affaires va trouver la mort. Et la particularité de cet homme d'affaires, c'est qu'il ressemblait à deux gouttes d'eau au personnage principal. Vous voyez venir le truc, le personnage principal va prendre la place, va prendre l'identité de cet homme qui est mort et grâce aux moyens dont disposait cet homme, il va pouvoir enfin peut-être réaliser son rêve, construction de son paradis. Donc Suehiro Maruo, c'est l'un des auteurs phares du mouvement Eroguro, érotique, grotesque et je pense que L'île Panorama est peut-être son œuvre la plus soft, mais pour moi aussi l'une des plus intéressantes pour découvrir l'auteur, d'abord dans son style, puisque j'ai mis un 13 sur 15 au dessin à L'île Panorama, que Suehiro Maruo est un artiste parmi les artistes. Il y a quelques œuvres de Suehiro Maruo que je n'ai pas aimées, mais j'ai toujours aimé le dessin, puisque il arrive à nous pondre des planches absolument incroyables. Et c'est le cas aussi dans L'île Panorama. Au niveau de l'écriture, j'ai mis un 11 sur 15. Ce déroulement qui me fait un petit peu penser au film Le talentueux Monsieur Ripley, avec cette usurpation d'identité d'un homme pauvre qui va être envieux de cet homme riche et qui va vouloir tout posséder, à la fois sa richesse mais aussi ses relations. C'est également un 6,5 sur 10 pour le scénario et un 7,5 pour cette édition absolument somptueuse de la part de Casterman. On est donc sur un total de 38 points sur 50, ça commence à faire et c'est la 8e position. À la 7e place, on retrouve enfin Jiro Taniguchi. Et cette fois, j'ai décidé de présenter le Softer. Dans ma vidéo précédente de l'année dernière sur le Tom One Shot, j'avais présenté l'œuvre majeure de Jiro Taniguchi que vous retrouverez plus tard dans ce classement. Et en deuxième œuvre, j'avais présenté Un ciel radieux, que j'adore, qui fait partie de mes œuvres préférées de l'auteur. Mais je voulais présenter cette fois-ci le Softer, qui est une des œuvres que j'ai découvert cette année. Et c'est vraiment l'histoire de ce one-shot qui m'a totalement plu. On va suivre l'histoire d'un gardien de refuge dans les Alpes japonaises qui avait fait une promesse il y a 13 ans à son ami décédé de veiller sur sa femme et sa fille. Pendant 13 ans, il n'a pas été sollicité. Et puis un beau jour, la femme de cet ami qui est parti vient lui demander de l'aide pour retrouver sa fille disparue. Ni une ni deux, Shiga va se lancer dans une enquête passionnante en passant de la grandeur des Alpes japonaises à la grandeur de la ville de Tokyo et plus particulièrement du quartier de Shibuya. C'est cette dualité que j'ai beaucoup aimé dans le Softer puisque on part sur un manga dont le thème me plaît énormément puisqu'on se trouve dans les montagnes, dans l'alpinisme et puis on a tout ce décor autour des Alpes japonaises qui est assez impressionnant. Et puis d'un coup, le manga switch complètement sur un manga d'enquête et ce en pleine jungle urbaine à Shibuya. Et je trouve ça assez fort de pouvoir aborder deux mondes comme ça en un seul one-shot et de maîtriser aussi bien son sujet sur deux thèmes totalement différents. Le personnage de Shiga est charismatique au possible et cette enquête qui va mener est totalement captivante. Vous savez ô combien j'adore les dessins de Taniguchi, donc ce sera un 13 sur 15 pour les dessins, un 12,5 sur 15 pour l'écriture comme je vous l'ai dit. Pour moi c'était très très bon. Un 7 sur 10 pour le scénario et par contre un 5,5 sur 10 pour l'édition. Bon, il se trouve que moi je l'ai acquis d'occasion en plus, donc les pages sont dégueulasses, elles sont tellement jaunes. Là j'ai une étiquette derrière qui est dégueulasse. L'édition a un petit peu vieilli, donc elle a perdu de sa couleur. Je sais que Saka réédite pas mal de titres de Jiro Taniguchi ces derniers temps et je croise les doigts pour que le Softer en fasse partie, qui me fera revendre cette édition et acheter une nouvelle plus belle. On est donc sur un total de 38 points sur 50 pour le Softer à la 7e place. À la 6e position, on retrouve
un one-shot très cher à mon cœur qui s'appelle Souvenir d'Emanon. Au scénario, on retrouve Shinji Kajio, et surtout au dessin, on retrouve Kenji Tsuruta, qui est l'un de mes dessinateurs préférés. On est dans la très belle collection Latitude de chez Kiyun, et l'histoire va se concentrer autour de deux personnages. Dans les années 60, on va suivre un jeune étudiant qui est dans un train. Il cherche à oublier une de ses dernières ruptures amoureuses, et d'un coup, une jeune fille va s'asseoir à côté de lui. Son nom, c'est Emanon, ou No Name à l'envers. Elle a l'air assez distante et sans but particulier, puis d'un coup elle va se rapprocher du jeune étudiant, puisqu'il lui rappelle un ancien amour, mais cet ancien amour il date de plusieurs siècles. Alors quel est son secret, Emanon? En fait son secret c'est que sous ses airs de jeune fille, ses souvenirs remontent en fait à plusieurs milliards d'années, lors de la création de la vie sur Terre. C'est le monde de Tada qui m'avait fait découvrir cette œuvre. Il faut savoir aussi qu'il existe 3 autres one-shots sur le même thème, sur le même personnage. Ils sont plutôt indépendants, mais il y a quand même un ordre qui est conseillé dans lequel les lire, parce qu'on va retrouver certaines références de tome en tome. Donc dans l'ordre, Souvenir d'Emanon, Errance d'Emanon, Mirage d'Emanon et Rêverie d'Emanon. Ils sont tous édités magnifiquement et dessinés d'une manière incroyable par Kenji Tsuruta. C'est pour ça que pour moi c'est un 14/15 au niveau du dessin, un 10,5/15 au niveau de l'écriture, une histoire de science-fiction absolument captivante. On a un 6,5 au niveau du scénario et un 8/10 au niveau de l'édition, comme je vous l'ai dit, c'est magnifique. Ce qui fait un total de 39 points sur 50 à la 6e position. 5e place pour une autrice que j'ai découvert cette année et que j'adore, je vous bassine un petit peu avec elle sur la chaîne, c'est Kumsuk Gendrekim et Mauvaise Herbe qui est la première œuvre que j'ai découverte de l'autrice. C'est aux éditions Futuropolis et ça va nous raconter l'histoire très difficile de celles qu'on appelait les femmes de réconfort durant la guerre du Pacifique. Là, on va suivre une jeune coréenne qui va être exploitée et utilisée par l'armée japonaise comme femme de réconfort, ce qui veut dire comme esclave sexuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire que Kumsuk Gendrekim a dessiné cette histoire, écrit cette histoire à partir des entretiens qu'elle a eus avec la vraie Lee Ok-sun dans sa maison de retraite. Bon, vous vous doutez que vu le thème, c'est totalement bouleversant, totalement horrible comme histoire. Au niveau du style, dans un premier temps, j'ai été un petit peu refroidi par le style de Kumsuk Gendrekim, mais c'est pour ça que je l'avais pas acheté. On m'a fortement conseillé de l'acheter. Au Macalou, si tu passes par ici, salut à toi. Et j'ai finalement craqué, et heureusement, puisque au bout de quelques pages, en fait, j'ai compris le style de l'autrice. Je mettrai un 11/15 pour le dessin, 13,5/15 pour l'écriture. Je la trouve fantastique, c'est-à-dire qu'elle va aborder des sujets très difficiles, tout en gardant un côté très pudique. C'est-à-dire qu'elle va pas chercher à nous choquer, mais elle va chercher juste à retracer l'histoire et à ce qu'on n'oublie pas ces histoires très difficiles durant la guerre entre le Japon et la Corée. Au scénario, ce sera un 7,5/10. J'ai été totalement convaincu par cette manière d'amener l'histoire par Kumsuk Gendrekim. Et ce sera un 7 pour l'édition que je trouve très bien. On est tout de même sur du 30 €, mais on a de quoi lire. On a vraiment de quoi lire. La pagination est de qualité et on est sur un format souple, donc assez confortable dans la lecture. Ce qui nous fait un total de 39 points sur 50 dans le top 5 pour Mauvaise Herbe. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jiro Taniguchi avec le softer. J'aurais pu aussi intégrer des œuvres comme L'Homme qui marche, comme Le Journal de mon père, comme L'Orme du Caucase ou comme Un ciel radieux que j'ai déjà cité, qui aurait pu rentrer à la même place que le softer dans ce classement. Je vous l'ai dit, il y a une règle, c'est que c'est 2 œuvres maximum par auteur. Et voici la deuxième œuvre incontournable de Jiro Taniguchi, Quartier lointain. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Quartier lointain, je le possède dans cette édition, dans ma collection, depuis l'âge de mes 14 ans. Je pense, donc ça fait plus de 17 ans et c'est une œuvre que j'ai relue un nombre incalculable de fois parce que ça m'a accompagné dans le fait de me faire grandir dans ma connaissance du manga, mais aussi grandir tout court. C'est une œuvre qui a été très importante pour moi. Dans Quartier lointain, on va suivre le personnage de Hiroshi qui va faire un détour par son village natal et là il va perdre connaissance et se retrouver dans son corps d'adolescent et ça va être l'occasion pour lui d'empêcher un événement qui va probablement déchirer sa fête. Comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre indispensable qui nous fait comprendre l'étendue du talent de Jiro Taniguchi et l'importance qu'il a eu à la fois dans la BD mais aussi dans le manga. Pour moi, on est sur du 13/15 au niveau du dessin, du 13/15 également au niveau de l'écriture, puisque là on va prendre toute une profondeur sur les relations familiales et sur le regard différent qu'on peut avoir à différents stades de notre vie aussi. Ce sera un 8/10 au scénario que je trouve incroyable. Bon, il a été beaucoup repris après ce scénario du voyage dans le temps, du personnage qui s'évanouit et qui se retrouve dans son corps d'adolescent. Mais je pense qu'à l'époque de Quartier lointain, ça devait être une des premières fois. Et 8/10 sur cette édition que je trouve exceptionnelle. J'aurais vraiment aimé que Casterman Sakamanga refasse cette édition pour tous les Jiro Taniguchi. Bon, ils vont plutôt le faire
avec le format cartonné que j'aime un peu moins. Mais je suis content, j'ai quand même pu mettre la main sur les 5 œuvres de Jiro Taniguchi qu'ils ont fait dans ce format. Donc il y avait une anthologie géniale, L'homme qui marche, Le journal de mon père et Le gourmet solitaire que j'adore aussi et qui aurait très bien pu être dans ce classement. Et là on fait un bond dans le total de points puisqu'on est sur du 42 sur 50 à la 4e place pour Quartier Lointain. Pour la médaille de bronze, on va retrouver encore une fois Kumsuk Gendry-Kim. Je voulais en profiter pour faire une mention honorable aux autres titres de l'autrice qui auraient tellement pu se retrouver dans ce classement. On a Le chant de mon père, on a L'Arbre nu, on a L'attente, June, Jisoo aussi. Bref, quasiment toutes les œuvres de l'autrice pourraient se retrouver dans ce top 25 de mes one-shots préférés. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Demain est un autre jour, qui est mon œuvre préférée de l'autrice. On va suivre l'histoire d'un couple qui a beaucoup de difficultés à avoir un enfant et qui dans leur tristesse vont aussi devoir subir une pression familiale assez importante. Je pense que c'est un sujet très actuel aujourd'hui dans la société et que Kumsuk Gendry-Kim le décrit à la perfection. Moi c'est une histoire qui m'a énormément touché et je trouve que c'est important d'avoir une œuvre comme ça qui existe, tout simplement pour sensibiliser les gens à laisser les autres faire leur propre choix. Au niveau du dessin, j'ai mis un 12 sur 15. Je trouve qu'on est un cran au-dessus de Mauvaises Herbes. Pour l'écriture, ce sera du 14 sur 15. Scénario, on est sur du 8 sur 10. Et pour l'édition, qui est très belle chez Futuropolis, on est sur du 8 sur 10 également. Un total donc de 42 points sur 50 à la 3e position. On rentre dans le top 2 avec un auteur qu'on a déjà vu dans ce classement, Ousamaru Furuya, cette fois avec La déchéance d'un homme, un beau bébé chez IMHO. C'est d'après le roman de Osamu Dazai. D'ailleurs, ce roman va sortir chez IMHO. Je me tâte vraiment à le lire. Je sais aussi qu'une autre version de l'œuvre, dessinée cette fois par Junji Ito, va être réédité cette année. J'aimais pas trop le format en 3 tomes là, qui était sorti chez Delcourt Tonkam, et là ils le sortent en un seul tome. Donc ça je vais très certainement l'acheter et ça me permettra de pouvoir comparer les deux versions. Dans La déchéance d'un homme, on va suivre Yozo Oba qui a vraiment tout pour réussir, qui a tout pour lui. Il vient d'une famille aisée, il est beau, il est très apprécié par ses pairs, et ce personnage il est aussi insupportable puisque quand on gratte tout ça, on va voir qu'il va se fustiger lui-même et qu'il va se gâcher totalement pour tomber dans ce qui correspond bien à la déchéance d'un homme. C'est un récit ultra profond, ultra dur, et de voir cet homme tomber dans cette déchéance petit à petit, moi ça m'a marqué à vie. Une histoire poignante, mais aussi un vrai gâchis en fait quand on voit ce personnage qui avait tout pour lui et qui tombe dans cette lâcheté, dans cette déchéance. Donc pour le dessin que j'adore de Ousamaru Furuya, ce sera un 14 sur 15, un 13,5 sur 15 pour l'écriture. Ça vient bien sûr du roman d'Osamu Dazai qui est, je pense, exceptionnel de base, et je trouve en tout cas que Ousamaru Furuya lui a certainement rendu honneur. Ce sera un 8 sur 10 au scénario. Là encore, les lauriers sont à remettre à Osamu Dazai, mais je pense que Furuya a fait du très bon travail. Et du 7 sur 10 pour l'édition. C'est un gros bébé, pas forcément facile à lire et à manipuler, mais je suis très content de l'avoir dans ce format one-shot, puisqu'il existe aussi en plusieurs tomes, qui fait un total de 42,5 sur 50 à la 2e position de ce classement. Mais alors, qui est le premier de ce classement? Eh bien, ça sera pas une surprise, puisque c'est le même que l'année dernière, ça ne change pas. C'est Solanine d'Inyo Asano. On est sur sa version intégrale, comme La déchéance d'un homme. C'était en 2 tomes aussi avant, et ça s'est ressorti dans cette version intégrale, donc ça rentre totalement dans les critères de ce classement. On est chez Canard, et pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans la tranche de vie. On va suivre une bande de jeunes, et plus particulièrement un couple qui va vivre sa vie au gré de ses hauts, de ses bas, jusqu'à un événement assez tragique dont je ne vous parlerai pas, qui va amener à l'un des événements les plus touchants, les plus émouvants que j'ai pu lire dans un manga. Pour moi, voilà, c'est clairement ce qui se fait de mieux dans un format one shot pour la tranche de vie. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour, et surtout une histoire d'humanité. J'en suis déjà à ma 2e ou 3e lecture, et à chaque fois ça me plante une espèce de poignard dans le cœur. C'est hyper touchant, je pense que ça peut tirer les larmes à pas mal de monde. En tout cas, je ne peux que vous recommander de lire Solanine, qui est pour moi de loin la meilleure œuvre d'Inyo Asano, et aujourd'hui mon numéro 1 dans ce top 25 des one shot. Donc j'ai mis un 14 sur 15 au dessin. Là, Inyo Asano est au sommet de son art. 14 sur 15 également sur l'écriture, là où Inyo Asano, on est plutôt dans la dépression, dans quelque chose de forcément pessimiste, forcément triste à chaque fois. Dans Solanine, on a ce qu'on ne retrouve pas vraiment dans ses autres mangas, c'est-à-dire de l'espoir, et il l'exprime de la plus belle des façons. 8 sur 10 pour le scénario, que je trouve exceptionnel, et 7 sur 10 pour l'édition, qui est très bien, je trouve, dans ce format one shot, qui fait donc un total de 43 sur 50 à la 1re position de ce classement. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce top vous aura plu. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, bravo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez des recommandations
de one-shot. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'en ai plus de 170 dans ma collection, donc j'en ai lu quand même pas mal, mais je suis toujours en recherche de nouveaux one-shots, de nouvelles claques, et j'adore ce format vraiment. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations dans les commentaires. J'espère aussi vous avoir donné quelques idées de lecture. Je sais que c'est un format qui est souvent apprécié puisque ça se lit assez rapidement, on n'a pas besoin de se lancer dans une série de 40 tomes. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, salut, à la prochaine, ciao.